Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Mille Fêtes. Au terme d'une visite qu'il a effectuée dans notre pays du 2 au 11 mai courant, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, M. Philippe Alston, a fait une déclaration dans laquelle il a précisé, et je le cite, « La stabilité continue de la Mauritanie dans une région volatile risquerait d'être compromise à moins que les bénéfices de la croissance ne soient plus équitablement répartis. » Fin de citation. Le rapporteur des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, qui a décrit la Mauritanie comme un pays riche en ressources naturelles et dont le système juridique n'accepte plus l'esclavage, un pays qui a pu maintenir sa stabilité et qui a accompli plusieurs réalisations au cours des dernières années, a mis en garde contre l'extrême pauvreté qui touche, selon lui, 44% de la population rurale. M. Philippe Alston est allé plus loin pour dire que le seul impact tangible des politiques de développement sur les populations a été l'expropriation de leurs terres et leur attribution à des investisseurs sans aucune compensation, et que les Haratines et les Négro-Mauritaniens sont systématiquement absents de toutes les positions politiques et continuellement exclus de nombreux aspects de la vie économique et sociale. Le communiqué de presse du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme a suscité, bien entendu, plusieurs réactions, dont celle notamment du commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire, qui a souligné la partialité de cet expert censé pourtant être indépendant, qui a clairement épousé les thèses de certaines ONG hostiles au pays et dont les seuls objectifs sont de porter atteinte à la cohésion nationale et les importants acquis enregistrés dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Le communiqué de presse du commissariat aux droits de l'homme s'indigne du caractère alarmiste du communiqué de l'expert, de son choix délibéré des wilayas visités, des personnes rencontrées, des statistiques erronées, de la prétendue exclusion de large couche de la société ou du refus des rapporteurs onusiens de visiter d'importantes réalisations dans les régions visitées, notamment celles effectuées par l'agence Tadamoun. Pour leur part, différents segments de la société civile ont dénoncé les déclarations partisanes et les contre-vérités contenues dans le communiqué de M. Philippe Alston. Du syndicat des journalistes mauritaniens à la plateforme des acteurs non étatiques de la Mauritanie, en passant par l'Union des journalistes arabes, le syndicat des avocats mauritaniens, celui des médecins dentistes et les ONG mauritaniennes dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, tous ont vivement condamné le communiqué du rapport spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Ce soir donc, nous discuterons des progrès accomplis par la Mauritanie en termes de promotion et de préservation des droits de l'homme, de développement économique et social, d'indépendance de la justice, de lutte contre les séquelles de l'esclavage, tout en ayant en filigrane le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Nous vous avons invité à ce sujet, sur ce plateau, M. Cheikh Saad Bou Kamara, professeur d'université, ancien ministre, ancien ambassadeur. Bonsoir, M. le ministre. Nous avons également à mes côtés Mme Fatima Tabbas, qui est professeure d'université, elle aussi. Bonsoir, Mme Fatima. Bonsoir. Nous avons un habitué de ces plateaux, M. Mohamed Abdallahi Billil, acteur de la société civile. Bonsoir, M. Billil. Et nous avons aussi M. Mohamed El Khayyar, qui est journaliste et spécialiste des médias. Bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, quelle réaction a suscité de votre part le rapport de M. Alston? Commençons par vous, M. Cheikh Saad Bou Kamara. Merci. Mes remerciements vont à travers vous à la télévision mauritanienne. La lecture du rapport ou du communiqué de presse de l'envoyé des Nations Unies, le rapporteur des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, suscite chez moi trois types de sentiments. Un premier sentiment, en tant que citoyen de ce pays, je me réjouis que la Mauritanie adhère de façon opérationnelle et effective au mécanisme du Conseil des droits de l'homme, parce que la venue de cet expert, la possibilité
qu'il évolue en fonction de son propre agenda et de son propre programme et me donne un sentiment de réjouissance parce que c'est là un appel de la société civile et des acteurs mauritaniens, toutes tendances confondues, j'allais dire, pour que justement l'adhésion effective à ces mécanismes soit une réalité vécue. Et il me semble qu'à l'origine, l'accompagnement du système des Nations Unies dans son ensemble auprès des États comme le nôtre consiste justement à ce que l'on évolue par palette de façon à ce que les avancées soient notées et que peut-être les dysfonctionnements ou les incertitudes, si on peut les qualifier ainsi, soient suffisamment identifiées et portées à la connaissance de l'État pour que celui-ci prenne les dispositions. Il me semble que dans cette démarche, ce qui importe le plus, c'est surtout la volonté politique. N'eût été cette volonté politique, justement, le rapporteur spécial ne serait venu et il n'aurait pu évoluer tel qu'il a évolué, tel que nous l'avons vu. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment d'étonnement. D'étonnement par rapport à la démarche classique d'un expert qui, et ça sont les b.a.-ba, j'allais dire, de la méthodologie de tout expert. Chacun est expert dans son domaine, disons-le tout de suite. Mais il me semble qu'il ressort très vite, je vais revenir là-dessus, il ressort très vite que ce qu'on appelle l'interrogatoire ou l'interrogation des témoins ou des divers témoins n'a pas été faite. Et donc, il me semble qu'il était important d'entendre des sons de cloche différents, voire divergents, voire opposés, ce qui manque au présent rapport. Et du coup, nous avons un rapport qui nous donne, et je donne à titre d'exemple, et c'est ça c'est le troisième sentiment, c'est un sentiment de déception, qui nous donne justement des chiffres qui sortent d'un cadre qui n'est pas le leur. La Mauritanie a élaboré une stratégie de lutte contre la pauvreté qui est finie maintenant depuis 2015, depuis l'année dernière. Cette stratégie a été évaluée et à l'issue de son évaluation, le coordinateur du système des Nations Unies au niveau de Nouakchott s'en est réjoui en disant que le taux d'extrême pauvreté a diminué à hauteur de 31%, soit une diminution de 1,8%. Ce sont des chiffres qui sont vérifiables. Et également, plus grave, nous avons assisté à une espèce de cloisonnement de la société mauritanienne, de façon à ce qu'on nous présente des Haratines, des Négro-Africains, des Maures, chacun indépendant de l'autre, comme si nous étions dans un système de ghetto, ou en tout cas dans un système qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, dans un État qui reconnaît un citoyen mauritanien ou une citoyenne mauritanienne à droit avec S égaux, et donc qui jouissent de tous leurs droits. Et donc ça c'est, j'allais dire scientifiquement, extrêmement risqué, parce que personne parmi les spécialistes, même les plus téméraires d'entre eux, n'ont évolué sur ce terrain. Parce que pour opérer justement ce cloisonnement ou cette identification par ethnie ou par segment social, etc., il faut qu'il y ait des marqueurs. Or, les marqueurs ne sont pas là. Ne sont pas là. Si on prend le marqueur de la couleur ne veut strictement rien dire en Mauritanie, parce qu'on peut être blanc comme neige et être d'une couleur, d'une origine qui n'est pas nécessairement arabe. On peut être noir comme charbon et d'être d'origine arabe. Et donc, ceci n'est pas un marqueur. Si on prend l'état civil sur nos passeports et sur nos cartes d'identité,
n'est mentionné que les lieux de naissance. Ça, c'est pour une meilleure identification. Et donc, on peut être originaire du Gorgol et naître, hein, c'est pas à Birmegrain ou à Avderik, là où c'est réputé milieu arabe, et vice-versa. Et donc, ce sont des marqueurs qui n'existent tout simplement pas. Et donc, il me semble qu'en définitive, nous assistons à des conclusions hâtives et hasardeuses. Et il me semble que c'est ça, je dirais, la conclusion de ma déception, c'est que nous avons un papier indigeste, tant sur le plan du montage technique que sur les données vérifiables. Parce que pour que des indicateurs soient vérifiables, il faut qu'ils soient suffisamment renseignés pour qu'ils puissent être mesurables et vérifiables. Auquel cas, ce ne sont que de simples allégations qui peuvent être puisées je ne sais où, mais qui ne peuvent être en tout cas portées sur le domaine de la science. Vous aurez à développer davantage ces propos prochainement. Madame Fatimata. Merci. Tout d'abord, je remercie la télévision El Mauritania pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur une question d'actualité qui fait actuellement le buzz, comme disent les jeunes. Par rapport au rapport, je pense qu'en tant qu'expert indépendant, je suis, comme l'a dit, je vais rebondir sur ce qu'a dit notre collègue, il devrait être plus impartial et plus neutre en se concertant avec l'ensemble des acteurs de la société civile des deux côtés, le gouvernement et tous les segments. Dans son rapport aussi, il ne devrait pas mettre en exergue des questions sensibles, susceptibles d'exacerber les clivages. Au contraire, un expert des Nations Unies, que les Nations Unies étant une structure respectable, qui est là pour promouvoir la paix, pour promouvoir la sécurité dans le monde, ne doit pas aller dans le sens d'exacerber ou bien d'attiser les clivages. Au contraire, son rapport devrait aller dans le sens de l'aplanissement des clivages, ou bien de la réduction de tout ce qui est dans le cadre des fossés entre les franges de la population. D'autre part, je voudrais dire que lui-même, je crois qu'il se contredit. Pourtant, dans son rapport, il a bien dit, au début, dans le premier paragraphe, que aujourd'hui, la stabilité continue de la Mauritanie. Il a parlé quand même de la stabilité. Ça, c'est un fait positif. Que la Mauritanie soit dans une sous-région qui est agitée de part et d'autre, qui est minée par le terrorisme, et que nous soyons une oasis ou bien un îlot de stabilité, ça, c'est vraiment c'est un éloge qu'il a fait pour la Mauritanie. D'autre part, il a parlé aussi d'un autre aspect. Il a dit que le système juridique n'accepte plus l'esclavage, qui a pu maintenir sa stabilité. Toutes ces données vont dans le sens positif. Lui, pour moi, j'ai l'impression qu'il dit une chose peut-être et son contraire. Il se contredit aussi. Parce que s'il dit que la Mauritanie a su mettre en place un arsenal juridique en créant, ça c'est moi qui développe cela, des lois criminalisant l'esclavage, en mettant en place des infrastructures pour lutter contre les séquelles de l'esclavage. Et il dit aussi son contraire, ça ce n'est pas objectif. Je veux dire que dans tous les cas, en Mauritanie, il ne faut pas voir la société comme de manière caricaturale, comme l'a dit M. Cheikh Sadbou. Elle a toujours vécu historiquement en symbiose, en harmonie. Toutes les tribus, toutes les ethnies ont vécu depuis les temps immémoriaux dans le cadre de la religion musulmane, l'islam sunnite de rite malikite, qui est un ciment très fort et qui a su, à chaque fois qu'il y a une crise qui pointe à l'horizon, la qadarallah, et la Mauritanie, son peuple a su transcender cette crise. Que ce soit en 66, en 79, les événements de 89, 90, etc. Les peuples ont su transcender cela. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'ancrage de cette religion musulmane
qui prône la fraternité, qui prône la solidarité entre tout le peuple, toutes les composantes musulmanes. Donc, moi, je pense que malgré ce rapport qui est périlleux, je sais que ça ne va affecter nullement. Ce n'est pas un rapport déjà, c'est un communiqué de presse. Oui, c'est un communiqué, mais il va publier le rapport en juin 2017. C'est les grands axes du rapport, de toute façon. Je pense qu'il a très mal fait le fait qu'il ne soit pas neutre, qu'il n'ait pas gardé une neutralité bienveillante vis-à-vis de lui en tant qu'expert. D'abord, c'est un expert indépendant de surcroît. Donc pourquoi il reste si partial, c'est pas du tout sérieux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la Mauritanie a fait des avancées remarquables dans le domaine des droits de l'homme. On vient tout récemment, moi je suis membre de la commission de sélection du MNP, Mécanisme national de prévention contre la torture, qui a été désigné tout récemment en Conseil des ministres et qui va jouer son rôle pleinement. Je crois que vous avez un petit souci avec votre micro. En attendant, on va écouter Mohamed Khayyar, spécialiste des médias, journaliste, et notamment sur la réaction des médias mauritaniens par rapport à ce qui vient de se passer, le communiqué de presse du rapporteur spécial des Nations Unies. D'accord. Il y a eu comme vous l'avez vu, une levée de bouclier, non seulement au niveau des médias, mais au niveau de la classe politique, des syndicats, de la société civile, etc. Mais d'abord, laissez-moi un peu préciser que, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas pour le moment d'un rapport, il s'agit d'un communiqué du rapporteur spécial des Nations Unies pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Qui est ce rapporteur? Ce rapporteur, c'est un juriste australien qui est un très grand professeur de droit international, qui était auparavant, qui a dirigé pendant 6 ans, qui a été rapporteur spécial des Nations Unies pour d'autres thématiques. Pour les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a, on va dire, publié depuis très longtemps une tribune au Washington Post contre des financements de la Banque mondiale. Ça, c'est lui reconnu. Concernant le communiqué maintenant qu'il a publié et qui fera certainement l'ossature de son prochain rapport, il y a aussi lieu de préciser quel est le mandat des rapporteurs au niveau des Nations Unies. Je rappelle que le rapporteur spécial, c'est un consultant individuel. Donc il est totalement indépendant, il ne dépend pas des gouvernements, il est totalement libre de choisir les lieux de ses visites au niveau des pays visités. Donc, concernant le texte lui-même, le texte est un texte qui est reparti sur une douzaine de points, on va dire. Il a parlé de l'exclusion essentiellement, il a parlé de la mauvaise répartition des richesses, et il a surtout, l'essentiel du texte a été consacré au système de Tadammoun, l'agence de Tadammoun, dont il a justement critiqué, vraiment critiqué, le système de transfert cash, qui est le transfert d'argent. Et si vous faites un peu marche arrière, vous constaterez avec moi que tout ce programme est un financement de la Banque mondiale. Donc moi, je relierai ça, c'est-à-dire qu'au niveau idéologique du personnage lui-même, au niveau du rapport, j'ai été très aussi surpris de voir, par exemple, des images caricaturales qu'il donne pour un expert de sa renommée. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, lui, il parle de répartition de richesses. Mais il doit savoir qu'en Mauritanie, c'est un pays pauvre. Où sont les richesses d'ailleurs qu'on doit se répartir? Il a posé des questions aussi au niveau de Tadammoun. Je vois mal un fonctionnaire onusien ou un travailleur onusien demander à quelqu'un quelle est la couleur ou quelle est l'ethnie de ses collaborateurs. C'est comme si je vous invitais ce soir chez moi pour dîner
et qu'à la porte, je vous demande, est-ce que vous n'êtes pas armé? Moi, par contre, à sa place, j'ai fait le tour hier à l'agence Tadamoun et lui, il a visité Tadamoun. Je pense qu'il pourrait encore revenir à Tadamoun et de visu, il peut voir la composition ethnique, et si vraiment cela lui tient à cœur, au niveau de Tadamoun, et au niveau des écoles, au niveau des médias, au niveau du gouvernement, au niveau du corps élu, etc., etc. J'ai été très surpris d'abord du niveau de rédaction, parce qu'il y a des images, on va dire, très caricaturales. Il y a aussi, on va dire, quelques aspects parfois moqueurs. Et je pense que le rapporteur lui-même n'a pas voulu en réalité prendre le temps d'avoir. Deuxième chose, lui, il visite la Mauritanie. Il ne faut pas oublier que son mandat, ça rapporte à l'extrême pauvreté. Or, la dernière enquête conjointe, Programme alimentaire mondial, Commissariat à la sécurité alimentaire, la plus récente, dont les chiffres remontent, je crois, à décembre 2015. C'est quelque chose de très proche. Ils ont décrit 2 zones de la Mauritanie où vraiment la pauvreté est extrême. C'est une partie, on va dire la partie orientale du Tagan et une très grande partie de Hor Sharqi. Or, ces deux régions, je précise qu'il ne les a pas visitées. On lui a indiqué 5 régions selon le tableau de pauvreté qu'il y a eu. Il en a choisi 3. C'est libre à lui, c'est son droit de le faire. Il n'a qu'à choisir, mais il n'a qu'à être, on va dire, conséquent, impartial, et indépendant aussi, pour mieux prouver aux gens son indépendance. Il n'est pas là ce soir pour se défendre sur ce plateau, mais en réalité, il dit qu'au cours de sa mission en Mauritanie, qu'il a rencontré le gouvernement central, les autorités locales, les organisations non gouvernementales, des représentants d'organisations internationales et des personnes vivant dans l'extrême pauvreté à Nouakchott et dans différentes régions du pays. C'est contenu aussi dans son communiqué de presse qu'il a publié. Vous, Belil, en tant qu'acteur actif de la société civile, quelle lecture faites-vous de ce rapport? Et est-ce que la société civile mauritanienne que vous connaissez beaucoup a été réellement dans sa majorité, a eu des entretiens avec cet expert lors de sa tournée en Mauritanie? Merci de m'avoir accordé la parole. Mais auparavant, et surtout à l'intention des spectateurs et des auditeurs, je voudrais compléter la présentation de M. Philippe Alston. Il a pris ses fonctions comme rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme en juin 2014. Et c'est à ce titre qu'il est venu ici en Mauritanie travailler sur cette thématique. Les rapporteurs spéciaux font partie de ce qu'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Du Conseil des droits de l'homme. Et ces procédures sociales constituent le plus grand groupe d'experts indépendants dans le système des Nations Unies des droits de l'homme. Ils constituent également les mécanismes indépendants d'enquête et de surveillance. Leur mandat consiste à traiter de situations déterminées dans un pays ou de traiter de thématiques dans tous les pays du monde. Bon, donc, notre hôte, Philippe Alston, lui, il est chargé de traiter des problèmes de l'extrême pauvreté et des droits de l'homme. Et c'est à ce titre qu'il a effectué une visite pendant 10 jours en Mauritanie. Bon, il faut aussi insister, comme l'a dit Mohamed, qu'il est indépendant dans tous les sens du mot. C'est-à-dire qu'il ne perçoit pas de salaire contre son travail. Il ne dépend d'aucune organisation, il ne dépend d'aucun État. Et il agit à titre individuel. Il est vrai, en revanche, que ses propos, que ses rapports, que ses conclusions seront nécessairement pris en considération par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais cette indépendance, cette mission
lui confère lui donne la latitude de travailler de manière tout à fait impartiale. C'est-à-dire que je ne dirais pas neutre, je ne dirais pas objectif. Vous savez, la neutralité et l'objectivité, c'est des concepts assez complexes, mais on peut quand même, en tant qu'expert, on doit travailler de manière impartiale et de manière équilibrée, à savoir écouter toutes les parties prenantes, écouter tous les acteurs intéressés, rechercher tous les témoignages, faire des comparaisons entre les chiffres, les données statistiques et ne pas se hasarder facilement à donner des jugements de valeur. Et j'en arrive ici aux réactions suscitées par son rapport. Que dit son rapport? Son rapport, moi je l'ai reçu en arabe, établi à Genève le 11 mai 2016. Il m'a été envoyé par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies en Mauritanie, le mardi 11 à 5h59. J'ai reçu la version arabe. Je sais que c'est une traduction, il est à l'origine en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit d'abord en français puis en arabe, mais en tout cas il a été traduit en anglais, en arabe. Et qui dit traduction dit nécessairement trahison. Et nous avons beaucoup de problèmes avec ces traductions, notamment les traductions des documents essentiels, des documents fondateurs, des documents stratégiques. Il y a toujours des notions, des concepts qui ne sont pas rendus toujours de manière fidèle. Je veux dire par là que son communiqué a suscité effectivement beaucoup de réactions pour les raisons suivantes. Une grande partie de l'opinion publique s'attendait à ce qu'un rapport, d'abord ce n'est pas un rapport comme on l'a dit, c'est un communiqué préliminaire, mais il dessine les tendances principales du futur rapport qui sera produit en juin 2017. Mais je crois que d'ici là, il peut encore procéder à des correctifs. Parce qu'une mission de 10 jours ne suffit pas pour donner au rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'appréhender, de prendre connaissance, de s'informer sur tous les aspects d'une thématique aussi complexe que l'extrême pauvreté, accouplée de la thématique non moins complexe des droits de l'homme, dans un pays où on ne peut pas faire le tour de 5 wilayas, de 6 wilayas en 10 jours, à cause des distances, à cause des problèmes de transport, etc. etc. Mais donc, mais ce qu'on lui reproche en réalité, c'est que quelque part, il a émis des jugements de valeur. C'est-à-dire qu'il a affirmé que les Haratines, les Négro-Mauritaniens, sont exclus, qu'il y a une politique délibérée de les exclure des grands postes de décision, de les marginaliser, de les exclure de la richesse. C'est un jugement de valeur lourd de conséquences. Il a donné même des statistiques sur le pourcentage de ces deux couches. Il a dit qu'elles représentent les 2 tiers. Or, les statistiques à caractère ethnographique sont hasardeuses, ils sont surtout périlleux et aléatoires. Parce qu'il faut quand même des sources d'information assez fiables. Donc, il faut des agents spécialisés qui font des enquêtes scientifiques et qui donnent des chiffres qui ont obtenu la validation d'experts indépendants
qui reçoivent le consensus de plusieurs sources, etc. C'est en tout cas périlleux. Même nous, en Mauritanie, nous ne pouvons pas nous hasarder à faire ce genre de recensement. Donc, quelque part, les ONG, les institutions publiques, et probablement même des partenaires techniques et financiers, des syndicalistes, se sont offusqués un peu d'entendre ce genre de jugement de valeur, ce genre de statistiques, ce genre de chiffres. Et aussi donner un chiffre de 44% pour l'extrême pauvreté, alors qu'il y a des agences des Nations Unies ici, il y a des partenaires techniques et financiers, il y a l'Union européenne, il y a qui travaillent sur cette thématique, qui ont des programmes et des projets à travers lesquels ils accompagnent le gouvernement mauritanien pour réduire cette extrême pauvreté. Je crois que les chiffres qu'il a donnés ne concordent pas forcément par les chiffres que les autres répandent. Et selon vos informations, Belil, est-ce qu'il a pris contact avec la majeure partie de la société civile mauritanienne? Je peux attester quand même que personnellement, j'ai été invité par le bureau des Nations Unies chargé des droits de l'homme en Nouakchott pour assister à une réunion. Mais elle devait débuter à 14h30 pour finir à 16h30. Je l'ai confondu avec une deuxième réunion et je suis venu exactement à 16h30 au moment où il levait la séance. Et donc, je n'ai pas eu la chance d'assister à cette réunion. Et à cette réunion, j'ai vu quelques acteurs de la société civile, quelques militants des organisations des droits de l'homme, et j'ai demandé personnellement à le voir, à obtenir avec lui une audience spéciale. Mais il est parti sans que je puisse avoir la chance de le rencontrer. Mais j'aurais souhaité que dans le cadre des rencontres avec la société civile, qu'ils prennent quand même contact avec certaines structures nationales de la société civile. Quelle que soit la situation de la société civile en Mauritanie, il y a au moins une plateforme des acteurs non étatiques qui regroupe un grand ensemble d'ONG et de réseaux et qui renferme plusieurs groupes thématiques, dont un groupe thématique spécialement chargé des droits de l'homme. Il aurait pu contacter 3 réseaux qui mutualisent au sein d'une plateforme que l'on appelle la rencontre citoyenne. Ces 3 réseaux sont le FONAD, la coalition mauritanienne Publiez ce que vous payez, les RPC, les réseaux des ONG qui travaillent sur la citoyenneté, et ils ont un siège, ils ont une adresse. On peut les appeler ailleurs, mais il aurait été souhaitable d'ailleurs de les rencontrer dans leur siège. Il aurait été souhaitable de demander à rencontrer quelques représentants de la plateforme au siège de la plateforme. Et il a sûrement rencontré des acteurs de la société civile, mais il ne les a pas tous rencontrés et il ne pourrait même pas les rencontrer tous. L'idéal serait tout simplement, en tout cas, de ne pas négliger certaines grandes structures et certaines grandes plateformes qui sont reconnues même par le système des Nations Unies et qui sont reconnues par les partenaires techniques et financiers et qui auraient été pour lui d'un grand soutien, d'un grand appui, parce qu'il aurait collecté beaucoup de renseignements et il aurait contacté des témoins et surtout il aurait contacté des victimes, des ayants droit, des bénéficiaires. Et tout cela dans un cadre plus ou moins structuré. Quitte maintenant à ce qu'il organise lui-même d'autres rencontres ailleurs ou que le Bureau des Nations Unies des droits de l'homme, et c'est son droit, et d'ailleurs ils font leur travail, à chaque fois qu'il y a une mission, ils informent un certain nombre d'organisations de la société civile, ils les invitent à des réunions, ils nous ont informés depuis le 27 avril 2016, depuis le 27 avril de son arrivée. Ils nous ont envoyé un message. Et quand il est venu, ils ont organisé des réunions. Moi, en tout cas, j'ai été programmé dans l'une de ces réunions. Mais je crois que c'est une question de méthodologie. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est essayer de préjuger sur certaines organisations ou de sélectionner certaines organisations ou de privilégier les opinions de certaines organisations par rapport à d'autres.
Sinon, sûrement, il a rencontré Voilà, des organisations de la société civile. Mais je voudrais tout simplement dire que sa mission, c'est ça. Évidemment, en tant que rapporteur, on s'attend à beaucoup d'impartialité, de neutralité, et surtout d'un accompagnement. Parce que le rôle des Nations Unies, c'est d'accompagner les pays en voie de développement, les pays sous-développés, de les accompagner, de les assister, de les appuyer. Et donc, leurs experts aussi doivent aller dans le même sens. Il ne s'agit pas seulement de soulever les manquements, les lacunes, qui existent bien sûr, et que personne ne peut nier, et qu'il faut bien reconnaître. Mais il faut surtout, pour les Nations Unies, essayer de promouvoir et d'encourager les avancées et d'essayer d'aider ces pays à surmonter leurs difficultés, à surmonter les obstacles et à les dépasser. Et voilà, je crois pourquoi il y a eu ce tollé un peu. Monsieur Cheikh Sadbou, le rapporteur spécial des Nations Unies, dénonce aussi les politiques de développement qui, sur un ton satirique ou comique, dit que leur seul impact tangible était l'expropriation des populations de leurs terres et leur attribution aux investisseurs à grande échelle, et cela sans aucune compensation. Merci. Permettez-moi de revenir un peu sur le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui n'est pas seulement une stratégie de lutte contre la pauvreté pour la Mauritanie. Je rappelle que maintenant nous sommes en phase de préparation de la stratégie de croissance accélérée de prospérité partagée jusqu'aux horizons de 2030. Mais ce cadre stratégique constitue également, j'allais dire, le cadre de partenariat avec, j'allais dire, les amis de la Mauritanie. Et donc tous les partenaires de la Mauritanie inscrivent ce qu'on appelle l'aide au développement dans l'un des axes de cette stratégie. Et donc, c'est pour que l'on soit en phase de façon globale avec les objectifs de développement du millénaire. Voilà. Et donc, par rapport à cette expropriation qui fait réjaillir la question foncière, je suis étonné que l'on abuse de certains concepts. Expropriation, spoliation, extra, surtout par rapport au foncier rural. Je crois que s'hasarder également sur ce terrain, c'est méconnaître deux impératifs ou deux faits. D'abord, par rapport à l'histoire socio-économique de ce pays, l'histoire, j'allais dire, contemporaine, est très récente, parce qu'on est aux années 80. Il y a eu un grand barrage, le plus grand barrage, j'allais dire, sur le sol mauritanien, en l'occurrence le barrage de Foumglita, qui a presque englouti une quarantaine de villages. 40 villages étaient impactés par ce barrage-là, soit par la retenue, soit par les aménagements en aval. Et donc, les gens étaient là, c'était des terres vivifiées, pour certaines d'entre elles. C'était soit des terres du Wallo, soit des terres d'Iri, soit des terres, des cultures derrière barrage, ou des cultures pluviales. Et il s'agissait de citoyens mauritaniens qui ont perdu leurs terres. En compensation de quoi? En compensation de l'intérêt général, qui était décidé par les dirigeants d'antan. Et on n'avait pas crié expropriation. Nous sommes en dehors de la vallée, en dehors de la zone couverte, j'allais dire, par les activistes, qui prennent en charge justement cette question-là, pour en faire un sujet de débat et un sujet, j'allais dire, de mobilisation. Or, nous sommes dans un pays en développement. Et pour que nous réussissons, j'allais dire, notre émergence, pour prendre un mot très à la mode aujourd'hui, il nous faut
exploiter, dans la mesure du possible, toutes les ressources, partant d'un principe que les ressources sont en patrimoine national. En patrimoine national. Et donc, du coup, les terres agricoles, au niveau de la vallée, qui constituent un potentiel de à peu près 130 000 hectares, hein, dont 40 000 seulement, ça c'est la plus grande estimation, dont 40 000 seulement sont exploités, et dans quelles conditions, hein, je crois que la Mauritanie ne peut pas se permettre, après avoir contribué à la construction du barrage de Diama, qui a fait de la vallée ce qu'elle est aujourd'hui, avec la désertification, avec l'avancée du désert, s'il n'y avait pas le barrage de Diama, je ne suis pas sûr que les terres de la vallée auraient gardé leur valeur que nous voyons aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des terres incultes, qui sont complètement incultes, qui, au vu de l'ordonnance 83-127 et ses décrets d'application, doivent être versées dans le domaine public, parce que la terre appartient à l'État. Et donc, une terre inculte, c'est une terre où il n'y a pas de vivification. Donc, l'ihya, comme on dit, et c'est un principe aussi bien dans le droit moderne, en l'occurrence l'ordonnance 83-127 et ses décrets d'application, et également dans la charia islamique. Nous sommes quand même un pays musulman. Et donc, du coup, cette vivification disparaissant, il serait aberrant de laisser en jachère un potentiel aussi important, hein, maintenant que nous avons suffisamment d'eau et que nos experts nous disent que ce potentiel-là est exploitable. Donc, importateurs de riz, importateurs de mil, importateurs de haricots, importateurs d'arachides, importateurs de presque tout ce que nous mangeons, alors que nous avons un potentiel qui peut renverser justement cette tendance-là et faire de la Mauritanie un pays exportateur de tous ces produits que je viens de citer et d'autres. Et donc, je crois qu'en abusant justement de ce terme expropriation, il faut le prendre quand même à sa juste valeur et permettre à tous les Mauritaniens de jouir de toutes les ressources, qu'elles soient dans la vallée, qu'elles soient au Hod, qu'elles soient au Tirzemour, qu'elles soient en Inchiri, qu'elles soient en Ouadhibou ou ailleurs sur le territoire national. Voilà, c'est clair. Bon, je voudrais poser une question que certains se posent. Quel intérêt a-t-il, je parle du rapporteur spécial des Nations Unies, de publier des contre-vérités, de porter atteinte à la Mauritanie? Cette question, on peut se la poser. Pourquoi a-t-il publié ça? Je vais revenir un peu sur le communiqué de presse. Il a reconnu lui-même que des réalisations importantes ont été faites au cours de ces dernières années, en particulier en ce qui concerne les zones urbaines. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Moi, je ne sais pas dans quel intérêt il a aucun intérêt personnellement à le faire. Parce que j'ai eu à le dire tout de suite, quelqu'un qui est du système des Nations Unies, normalement, il doit avoir une vision plus équilibrée. Et il ne doit pas aller dans le sens d'attiser les choses qui peuvent susciter des réactions de part et d'autre au niveau d'un pays comme la Mauritanie où il y a des composantes, beaucoup de composantes. Il doit aller dans le sens, comme l'a dit M. Bellil, d'aider à pallier les insuffisances. D'autant plus qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre du développement durable de ces pays, tant au niveau des infrastructures, tant au niveau des institutions démocratiques, l'ancrage de la démocratie, tant au niveau du développement d'une manière générale. Donc lui, nous n'avons pas dit que tout a été fait, tout est rose. Beaucoup d'avancées ont été faites, mais il reste encore des choses à faire. Et le rôle des Nations Unies, c'est de promouvoir justement le développement des pays, de promouvoir la paix, de promouvoir la stabilité dans un monde qui est, où le défi majeur est aujourd'hui le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les narcotrafiquants, dans une sous-région qui est agitée, ou à côté où nous avons le Mali, qui est notre pays frère, qui connaît justement ces problèmes. On ne doit pas attiser, on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu. Ça, moi, je ne sais pas quel intérêt il a. Normalement, ce n'est pas normal.
lui, il doit garder une neutralité bienveillante, faire son rapport en écoutant tout le monde, tous les acteurs de la société civile, pas une poignée de la société civile, les secteurs du développement, le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de l'industrie, des mines, pour avoir une vision globale de la situation de la pauvreté. La pauvreté, moi je sais que même si elle existe, elle a quand même diminué. Eu égard au dernier rapport que les systèmes de l'Union européenne lui-même a attesté qu'elle a diminué. Les autres bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Donc nous aussi, nous avons nos statistiques. Nous ne sommes pas là à attendre qu'on nous fasse des choses. Il devrait se concerter. Le rapport doit être, ou bien le communiqué doit être consensuel, issu de beaucoup de concertations, beaucoup de discussions, de dialogues. Donc, il ne doit en aucun cas, dans tous les cas, les Mauritaniens sont mûrs, le peuple mauritanien est soudé, le peuple mauritanien est uni. Ce n'est pas un rapport de ce genre qui va essayer de le déstabiliser. Ils sont conscients de tous les dangers, ils sont prêts à transcender tous les problèmes ou bien toutes les problématiques. Je vais revenir un peu sur Tadamoun. Parce que lui, pourquoi il n'a pas voulu, il n'est pas allé, il est allé dans 3 régions. Le Brakna, le Gorgol et le Trarza. Pourquoi il n'est pas allé dans les Hauts, là les 2 Hauts, Hauts de Charq et Hauts de Gharbi, à Saba? C'est en fonction de son agenda, il n'a que 10 jours à passer en Mauritanie, il ne peut pas quand bien même par rapport aux séquelles de l'esclavage, par rapport aux droits de l'homme, il devait aller dans ces zones, dans ces Adouaba, où il y a un programme qui a été mis en œuvre depuis quelques années dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation, le programme d'éducation dans les zones prioritaires, les ZEP, où il y a un enseignement qui est dispensé, un enseignement. Parce que la promotion ou bien l'émancipation de ces franges ne peut se faire que par le biais de l'éducation, par le biais de l'alphabétisation fonctionnelle, par le biais de la formation. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation, il n'y aura pas d'émancipation. D'où l'importance du programme d'éducation dans ces zones prioritaires. Il devait aller là-bas pour voir constater les infrastructures en matière d'éducation scolaire, les infrastructures sanitaires, l'hydraulique villageoise qui a été déployée dans ces zones, dans ce qu'on appelait naguère le triangle de pauvreté qui est devenu le triangle de l'espoir. Actuellement, dans la zone de Boura, dans la zone de Barkéol, dans la zone de Mbout, il y a l'aspect désenclavement qui est extrêmement important avec la mise en place des infrastructures routières. Cette zone était complètement enclavée pendant l'hivernage. Maintenant, les gens peuvent circuler librement. Donc, moi, je pense que lui, il a escamoté son communiqué là. Il a escamoté, il n'est pas allé dans le fond des choses pour avoir un rapport objectif. Le rapport est plus ou moins subjectif parce qu'il y a eu des réalisations concrètes qui ont été faites. Il devait les voir, les évaluer et nous dire maintenant il y a des insuffisances de ce côté ou de ce côté-là. Mais ex nihilo comme ça, aller dans 3 wilayas sur 12 ou bien sur 15 même, ne pas aller dans les wilayas où il y a des programmes ou bien les réalisations qui ont été faites par une agence. D'autre part, je vais rappeler une chose. Le régime actuel, il n'est pas comptable ni du passif humanitaire, ni des séquelles de l'esclavage. Mais compte tenu de la continuité de l'État, le régime actuel, depuis sa prise de pouvoir en 2008, il a décidé d'aller vers la résolution de ces problèmes. Le problème de retour des déportés, plus de 23 000 sont revenus. Le problème après le retour, il y a eu des insertions, des financements, ainsi de suite, avec l'agence d'abord de l'ANAER, qui est actuellement intégrée au sein de l'agence de Tadamoun. Il ne faut pas occulter cet aspect. Voilà. Avec les ayants droit eux-mêmes et les séquelles de l'esclavage aussi. On est en train de chercher des solutions avec Tadamoun et autres. Donc il ne faut pas nier cela, c'est important. Justement, pour étayer vos propos en termes d'éducation, je rappelle que l'agence Tadamoun a jusqu'ici réalisé 22 écoles construites, 15 écoles et 4 collèges en cours de construction et 44 salles de classe complément des écoles existantes. Khayar, vous voulez réagir? Après, je reviendrai. Oui. Vous avez quand même raison, c'est quand même assez intriguant. Quel intérêt a-t-il derrière tout ça? Moi, je crois que le rapporteur est venu dans un pays où les autorités véritablement ne cachent rien.
Quand on est aujourd'hui au top... Et qu'il a été assisté d'ailleurs par, oui, oui. par des responsables du commissariat aux droits de l'homme. Ils lui ont proposé cela. Lui, son mandat, il est déjà pris en charge par le bureau local des droits de l'homme, qui a été ici ouvert en 2010. Et il a l'assistance des autorités des États visités. Donc c'est ça la procédure. Je rappelle aussi que la procédure n'est pas très fréquente. C'est-à-dire que le mécanisme lui-même n'a été introduit qu'en 1998. Jusqu'ici, je crois qu'il y a eu une quinzaine, une douzaine de rapporteurs qui ont visité quelques pays. Et en général, le rapporteur spécial, il vient dans des pays où il y a des crises. Il y a de véritables crises. De temps en temps, certains pays qui ont fait des avancées démocratiques s'offrent justement ce luxe de l'inviter parce qu'en réalité, ils n'ont rien à cacher. Quand on est un pays où on est au top, à partir de cette année, la Mauritanie est entrée dans le top 50 en matière de liberté de presse. En 2010, elle a passé son premier examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme. En 2015, elle a réussi aussi son second passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas m'étaler sur les statistiques assez fantaisistes qu'ils ont données, sur la comptabilité de couleurs, sur les gens ou sur les ethnies. Je crois que ça, ce n'est pas très crédible. Je crois que les rapports de la Mauritanie devant soit les grandes institutions internationales connaissent qui est en Mauritanie, quelle est la composition de la Mauritanie, quelles sont les langues de la Mauritanie, etc. etc. Ce qui est intriguant, c'est que sur les 12 points, le texte est resté vraiment très cruellement pauvre en données et en sources. La seule fois où il cite des sources, ce sont des interlocuteurs avec lesquels je me suis entretenu, point à la ligne. Par exemple, prenons l'enrôlement. Quand il dit qu'au niveau de l'enrôlement, quand il a demandé aux autorités quel est le nombre de gens qui sont en âge d'obtenir la liste, la pièce d'identité, ils lui ont dit qu'ils ne le savent pas. Or, vous savez tous comme moi, et tout le monde entier le sait, parce que c'est publié sur les sites de l'agence de l'enrôlement. Et jusqu'à, je crois, une période récente, ils publiaient au jour le jour le niveau d'avancement des pièces déjà fournies. Ça, c'est un. De deux, il y a l'Office national de la statistique. Si, par exemple, on ne sait pas les gens, par exemple, qui n'ont pas encore obtenu de la pièce d'identité, ça c'est faux. Comment on peut faire des élections? Comment on peut faire des élections? Les élections sont faites sur la base des fichiers de recensement pour les gens qui ont l'âge de voter, c'est-à-dire à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, on sait déjà que ces gens-là doivent obtenir leur pièce d'identité. Donc, ce qu'il a dit ici, c'est globalement inexact. Ça, c'est un. De deux, je crois que, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il faut revenir, il faut lire les tribunes qu'il a publiées contre la Banque mondiale. Parce que le texte, les 3/4 du texte ici, ne concernent que le transfert cash et le programme ML. Au niveau du programme ML, il fait ressortir des contradictions monumentales. Il dit, par exemple, il reconnaît que la Mauritanie, avec son plan d'urgence, elle a pu dépasser une certaine crise due à la sécheresse. De surcroît, avec ses propres moyens, c'est-à-dire avec les moyens de l'État. Ça, il le reconnaît. Ce programme, il dit qu'il a été reconduit pour une deuxième année. Et ça commence même à s'éterniser. On sait que c'est un programme assez énorme qui fait, par exemple, 22 ou 23 milliards. Donc, la Mauritanie, de 2008 jusqu'à présent, elle a supporté 3 crises de sécheresse. Ajoutez à cela des chutes des prix de produits d'exportation. Pour 2015, on a eu, par exemple, on a eu un manque de 100 milliards, figurez-vous. S'il y avait une mauvaise répartition des biens, et comment vous vouliez... cela doit se voir. Lui, cette mauvaise répartition, avec l'effet de ces crises successives, cela doit se voir sur le terrain.
Cela doit se voir, par exemple, au niveau des administrations, au niveau des entreprises, pour des entreprises qui n'ont pas payé leurs employés, ou pour des queues devant les stations-service pour les gens qui n'ont pas de carburant, ou devant les transports. Il n'y a pas de transport aujourd'hui parce qu'on est en crise. Les litres, par exemple, a fait tel et tel et tel. Mais où sont les effets sur le terrain de la crise? Moi, le rapport, je crois que si le rapporteur a des problèmes sérieux à régler avec la Banque mondiale, c'est son droit. Il écrit tous les jours des tribunes contre la Banque mondiale. Il n'a qu'à les régler avec elle, mais laisser la Mauritanie tranquille. Ok. Blil? Oui, bon, la question est effectivement pertinente. Quel intérêt a-t-il à déformer? Bon, mais nous avons dit qu'il faut retenir ceci. C'est un expert spécial. C'est un expert indépendant. Il travaille de manière volontaire. Il ne doit rien à personne. Les Nations Unies ne les payent pas. Les États ne les payent pas. Il siège à titre individuel. Cela veut dire aussi que ses opinions n'engagent que lui. Mais on peut en tenir compte, on peut les prendre en considération, peu ou prou, mais il n'engage que lui. Il ne représente pas les Nations Unies. Il travaille pour les Nations Unies. Il fournit un travail d'expert au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le système des Nations Unies ici fonctionne, travaille avec la Mauritanie sur plusieurs programmes, notamment sur l'extrême pauvreté, sur les droits de l'homme. Et chaque année, ils font une revue et parfois même en cours d'année, ils font plusieurs revues trimestrielles. Et récemment, et après sa visite d'ailleurs, il y a eu la réunion entre la Mauritanie et l'Union européenne. Et je crois qu'ils ont dégagé un certain bilan de leur partenariat. Et je crois qu'il y avait une expression de satisfaction de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le travail de l'expert, ça l'engage, ce sont ses opinions. On peut, comme je l'ai dit, dans 10 passages, dans les 3 premiers passages, il a reconnu la stabilité de la Mauritanie, malgré l'environnement. Il a reconnu les progrès réalisés au cours des dernières années en matière de juridiction contre l'esclavage. Il a reconnu ça dans le 2e passage. Dans le 3e passage, il a reconnu les avancées, les acquis, les réalisations, notamment en milieu urbain. Et dans les autres 7 passages, il a donné quelques jugements de valeur qui, effectivement, prêtent à équivoque ou à confusion ou soulèvent des questionnements. Parce que, comme je l'ai dit, donner des statistiques sur les ethnies, sur les catégories sociales, c'est périlleux, c'est hasardeux, mais c'est aussi aléatoire. Et ce n'est pas, peut-être, de notre point de vue, dans notre entendement, le rôle d'un expert qui doit être impartial, qui doit avoir des réserves par rapport à la prise de position sur certaines questions sensibles et qui peuvent même soulever des problèmes internes, alors que la mission des Nations Unies, c'est une mission d'accompagnement, une mission de paix, une mission de progrès, etc. On peut aussi s'étonner quand il dit qu'il y a comme une politique délibérée, une politique voulue de marginaliser les Haratines et les négro-africains de tous les postes. Et il a généralisé, sans aucun sens de retenue, alors que l'on sait que là aussi, le plus grave pour moi, ce n'est pas tant le jugement de valeur qui est naturellement à relativiser et à revoir, bien sûr, et sur lequel les gens ne sont absolument pas d'accord. Je suis sûr que les organisations, les acteurs aujourd'hui des organisations des droits de l'homme ne sont pas unanimes sur ce constat. Il y en a qui le soutiennent, mais il y en a qui soutiennent le contraire, etc., etc. Mais ce qui est grave ici, c'est le fait de nier les résultats du combat
de ces couches durant ces dernières années pour avoir plus de liberté, pour avoir plus un cadre de participation, pour exiger certaines lois, pour exiger certaines mesures en leur faveur. Je crois que c'est le fruit de leur labeur. Ce qui s'est passé en matière de juridiction contre l'esclavage, c'est le fruit d'un combat mené également par les organisations des droits de l'homme, par les acteurs des droits de l'homme, par les victimes, par les organisations de la société civile, aussi bien que par les autorités publiques, que par les partenaires techniques et financiers. Et donc, c'est le fruit d'un combat, il ne faut pas le nier, et il ne faut pas décourager les acteurs qui doivent s'approprier les résultats de leur combat et essayer de le préserver, de le promouvoir et de le développer. Également aussi, quand on dit que quand on parle un peu de cohésion sociale ou de risque d'instabilité, ça aussi c'est un peu essayer de nier aussi une volonté qui existe réellement en Mauritanie entre les acteurs qui ne partagent pas les mêmes idées, qui ne partagent pas les mêmes approches, qui ne partagent pas les mêmes projets de société, qui ne partagent pas les mêmes projets de gouvernement, mais qui acceptent quand même de dialoguer, qui acceptent de débattre, qui acceptent de vivre ensemble, qui acceptent la contradiction, qui acceptent la différence, qui acceptent la divergence. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. Il y a des partis politiques qui sont dans l'opposition, il y a des partis politiques dans la majorité, il y a des cadres haratines de ce côté, il y a des cadres haratines de ce côté, il y a des cadres négrafricains de ce côté, il y a des cadres dégrafricains. Et il y a les joutes oratoires, il y a les contradictions, il y a les divergences, il y a les prises de position contradictoires. Mais tout cela se fait de manière pacifique, se fait de manière politique, se fait de manière plus ou moins citoyenne, disons-le. C'est-à-dire que c'est là un acquis pour la Mauritanie dans son ensemble. Et pas seulement pour le gouvernement ou pour les autorités, mais c'est aussi un acquis pour les couches sociales, pour les couches laborieuses, pour les forces vives, pour les syndicats, pour les organisations de la société civile, pour les organisations. Et il mérite d'être encouragé et d'être accompagné et d'être appuyé au lieu d'être découragé. Là aussi, il ne faut pas décourager les partenaires techniques et financiers qui investissent, qui financent, qui appuient, qui assistent et qui essayent de booster le développement en Mauritanie, d'accompagner la Mauritanie vers plus de progrès. Lui, il dit dans un paragraphe que les donateurs, que les bailleurs de fonds n'ont pas réussi à encourager le gouvernement à mettre en place une approche sur des principes et sur une bonne méthodologie. Et que peut-être même que ces bailleurs de fonds eux-mêmes n'accordent pas assez d'importance à la coordination de leurs actions dans le pays et à leur accompagnement. Et c'est quand même aussi un autre jugement de valeur et qui est, je crois, à mon avis, inopportun. Parce que ces bailleurs de fonds, ils investissent leurs moyens, ils investissent leur temps, et à chaque fois, ils font un bilan, ils font une revue trimestrielle, et à chaque fois, ils encouragent la Mauritanie à aller de l'avant, et à chaque fois, ils font des recommandations, tout en soulignant les lacunes, les contraintes, les limites. Et ils savent qu'ils sont dans un pays en développement, qui a ses limites, qui a ses contraintes, qui sont nombreuses, et qui sont parfois très coriaces, et qu'il faut l'accompagner à aller de l'avant, parce que c'est facile de critiquer, c'est facile de souligner mais déjà qu'on est un pays en développement, déjà qu'on est un pays qui vient de loin, déjà qu'on est un pays qui n'est pas encore suffisamment familiarisé avec la bonne gouvernance, avec la démocratie, avec l'état de droit, il ne sert à rien à chaque fois de nous ramener encore en arrière, de décourager nos efforts, de décourager nos velléités et de décourager les efforts des partenaires techniques et financiers et surtout de nier les résultats de notre combat, du combat de notre peuple, les réalisations d'aujourd'hui, les acquis d'aujourd'hui qui existent sont le fruit du combat, des efforts conjugués de tous les acteurs étatiques et non étatiques dans le pays.
Voilà. Et les acteurs non étatiques, notamment dans la société civile à laquelle j'appartiens, ne cessent de demander plus, de revendiquer plus de progrès, mais ils sont en même temps soucieux de s'approprier les résultats et de les préserver et de les consolider. C'est clair, Monsieur le ministre, le communiqué du rapporteur spécial préconise aussi d'aller au-delà d'une approche de charité, comme il dit, pour aller vers une approche qui reconnaît que chaque Mauritanien a un droit fondamental à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. Quel commentaire aussi de votre part? Merci. Je reviendrai encore sur cette présentation un peu sarcastique, qui consiste à donner un tableau de répartition des richesses comme étant plutôt de la charité. J'avais dit tantôt que nous sommes dans un pays structuré et que les efforts de développement se font dans un cadre stratégique prédéfini, adopté en partenariat avec l'ensemble des partenaires de la Mauritanie, et que les choix se font selon ces critères-là, se font dans ce cadre, suivant des critères bien établis. C'est quoi la richesse ou la répartition de la richesse? Il y a l'eau, il y a l'éducation, il y a la santé, essentiellement. Et quand on regarde un peu notre pays, il se trouve que nous avons un certain nombre d'actions, j'allais dire phares. Ça sont les actions qui sont faites par l'État, qui a la possibilité de mobiliser les financements, soit au niveau interne, soit au niveau externe, auprès de ses partenaires. Je donne à titre d'exemple pour l'eau 3 grands projets. Il y a le projet OHAR, qui est un casse-tête depuis à peu près l'existence de la Mauritanie, et j'en connais quelque chose personnellement, qui aboutit aujourd'hui. Il y a des populations qui désormais vont bénéficier justement de cette ressource qui est très loin de Nouakchott, où il y a peut-être un certain nombre de commodités. Ce sont des populations, et quelqu'un l'a dit tantôt, où on enregistre des taux d'extrême pauvreté assez importants, et où également il y a des réserves assez importantes, aussi bien en hommes qu'en bétail. Ça, c'est le hard. Il y a l'Aftot Sahli, et c'était également un casse-tête. L'Aftot Sahli, aujourd'hui, il existe. Nouakchott, aujourd'hui, n'a pas de crise, j'allais dire, en alimentation d'eau potable. Et ça, c'est extrêmement important. Pour qui connaît Nouakchott, il y a quelques années, pas très loin, où en période de pic, on avait un déficit de près de 100%. C'est arrivé. Et le troisième projet, c'est celui d'Aftot Chergui. L'Aftot Chergui qui, à mon sens, constitue un miracle. Parce que cette zone-là, et quelqu'un l'a dit tantôt, qui était considérée comme étant le triangle de pauvreté, tellement le milieu est hostile et tellement les gens sont pauvres. Alors, il y a eu effectivement ce barrage dont j'ai parlé tantôt, qui, au nom de l'intérêt général, a englouti, j'ai bien dit, une quarantaine de villages, 40 villages exactement. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau. Et sur des distances de centaines de kilomètres, plusieurs villages qui sont situés pour plusieurs d'entre eux sur un biseau sec, donc il n'y a pas d'eau, bénéficient désormais d'une eau potable à partir de ce barrage-là. Ça, c'est par rapport à l'eau. Par rapport aux soins de santé, nous connaissons tous
nous voyons tous en tant que citoyens, pas en tant qu'éditeurs, mais en tant que citoyens, en tant que bénéficiaires, en tant qu'usagers, hein, les infrastructures qui sont mises en place, soit en Nouakchott, soit à l'intérieur du pays, et même dans les coins les plus reculés. Pour ne pas être long, je ne donne pas parce que, à mon sens, et à ce que je sache, à peu près tout le pays est couvert par des directions régionales de santé avec leur démembrement dans les communes et dans les villages. Par rapport à l'éducation, la couverture est extrêmement importante, hein, c'est clair. Je vais tout simplement dire et insister sur l'éducation par rapport à un problème qui a été soulevé ici, c'est la question des séquelles de l'esclavage. Or, la Mauritanie a adopté une politique de discrimination positive, justement, à l'égard de ce qu'on appelle les Adouaba, les villages habités essentiellement par les descendants de Haratine. Et au lieu d'avoir un nombre de plus d'une vingtaine d'élèves pour ouvrir une salle de classe, on autorise à ce qu'une école de classe dans un village d'Haratine soit ouverte, même si le nombre est plus bas que la normale. Permettez-moi de rebondir quand même sur cette question de l'esclavage pour dire que, et c'est un cri de cœur, de laisser la Mauritanie évoluer et de laisser le peuple mauritanien s'épanouir de façon cohérente et de façon normale. Sociologiquement parlant, il y a un processus de recomposition qui est en cours et qui est irréversible. Les gens vont s'épanouir. Hein? Et dans cet exercice d'épanouissement, hein, il va y avoir un reclassement. Un reclassement qui peut ne pas être suivi de façon systématique d'un déclassement. Parce que généralement, quand il y a un reclassement, il y a un déclassement. Mais je donne comme preuve, parce que dans ce pays, il n'y a pas longtemps, on n'osait pas parler de séquelles d'esclavage. Ça a été un bagarre, ça a été une bagarre, hein, que de faire accepter aux autorités de ce pays de parler de séquelles de l'esclavage. Et aujourd'hui, nous parlons sans complexe de séquelles de l'esclavage. Aujourd'hui, nous développons des programmes pour que ces séquelles justement de l'esclavage soient éradiquées justement à travers cette répartition des richesses. Hein? Et fondamentalement, l'éducation, et fondamentalement la formation, j'allais dire, qualifiante, hein, et d'autres programmes spécifiques en direction des gens, justement, qui en sont demandeurs ou qui sont considérés comme étant peut-être des victimes. On n'a plus beaucoup de temps, vous aurez la parole juste après, en 2 minutes pour chacun d'entre vous. Nous savons tous que la Mauritanie, dans sa majorité, rejette les allégations contenues dans ce communiqué. Le rapporteur établira son rapport final en juin 2017. D'ici là, ne peut-il pas corriger le tir? Ne peut-on pas mettre à sa disposition toutes les informations nécessaires pour qu'il établisse un bon rapport? À votre avis? Il peut bien, pourquoi pas? Il est le bienvenu. Les gens doivent lui donner les informations nécessaires pour arriver à une démarche consensuelle, une démarche plus équilibrée. Ça, c'est le vœu de tout le monde. Je pense qu'on a aussi le temps. D'ici, c'est dans une année pratiquement. Donc, il a bien le temps, il est le bienvenu pour rencontrer l'ensemble des acteurs, les segments de la société, pour lui donner les secteurs ministériels, pour avoir les données nécessaires, objectives, pour faire un rapport qui soit à la hauteur et qui va prendre en compte les dimensions réelles, les réalisations qui ont été faites, les avancées en matière de droits de l'homme. Donc, qui doit prendre en compte ces aspects avec des statistiques fiables pour avoir un produit fini
qui ne va pas mécontenter qui que ce soit. Si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur... rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, oui. Sur l'aspect dont il a parlé par rapport à la charité, là, quelque chose comme ça. Je rappelle que tout récemment, lors de la visite du président de la République à Nema, il a parlé en termes clairs de ce qu'on appelle la citoyenneté comme modèle de développement républicain. C'est-à-dire que chaque Mauritanien doit se sentir citoyen là où il se trouve. Les citoyens, par exemple, du nord ou bien au sud, par exemple, quelqu'un qui est ressortissant de la vallée, il doit se sentir à l'aise au nord, à l'est, à l'ouest. C'est partout en Mauritanie. Partout en Mauritanie. Donc c'est une donnée très importante. Ça va dans le sens du renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Voilà, Mohamed. Moi, je crois que c'est un expert quand même assez intelligent. Je crois qu'on ne fait pas un travail pour que ça soit... Bon, je crois qu'il pourra toujours le corriger parce qu'un juriste quand même, un juriste comme lui, quand il parle d'expropriation par exemple, il ne pourra pas seulement étayer cela par des dires. Je crois qu'il a travaillé dans un pays, il est venu dans un pays, il doit avoir la législation dans ce pays. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il parle, par exemple, il critique le transfert d'argent. Tout à l'heure, il a dit dans le rapport, il dit qu'il n'y a pas d'ancrage officiel. Moi, je crois qu'il n'a pas été très outillé, qu'il n'a pas peut-être cherché, qu'il n'a pas trouvé. L'ancrage officiel du Programme national des transferts sociaux, il est, c'est vrai, sous la tutelle de l'agence Tadamoun, mais son ancrage officiel, c'est un comité de pilotage. Lui, il a fait, dans son document, quand même, il est sorti avec 6 recommandations. Ces 6 recommandations ne parlent aucunement de la répartition des richesses, ne parlent aucunement des statistiques ethniques. Il a fait 6 recommandations concernant seulement la substitution du programme de transfert d'argent qui devrait se substituer le programme EMEL, tout simplement. Voilà. Belil, une minute. Oui, non, moi je crois que, je l'ai dit, lui c'est un expert qui travaille de manière volontaire et il siège de manière individuelle. Il a sa propre méthodologie, il travaille selon ses propres convictions. Bon, et naturellement, il a encore le temps d'apporter les correctifs nécessaires. Il a une année pour élaborer son rapport, mais il a surtout, je suis sûr qu'en tant qu'expert, il est à l'écoute des réactions, à l'écoute du feedback. Les experts en général ne se contentent pas seulement de leurs enquêtes de terrain, de leurs entretiens, de leurs interviews, mais aussi quand ils publient un premier rapport préliminaire ou un premier communiqué de presse comme celui-là, ils s'attendent certainement à des réactions, à un feedback. Et il y a aussi les bureaux des Nations Unies chargés des droits de l'homme ici qui fait du bon travail et qui vont sûrement lui transmettre les différentes réactions. Il y a les agences des Nations Unies parce qu'ils sont intéressés. Il y a les bailleurs de fonds qui ont été cités. Et il y a lui-même qui travaille pour sa conscience. Donc, il est soucieux de son prestige, de sa notoriété et il ne doit rien à personne. C'est un travail qu'il mène de manière volontaire. Donc, il y a encore toute la latitude. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Monsieur Cheikh Sadibou Kamara, 30 secondes. Merci. Moi, j'insiste sur la technique d'interroger les témoins dans leur diversité pour que le produit soit digeste scientifiquement parlant. Voilà, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques qui ont assuré le cadrage, la mise en onde et la réalisation de l'émission. À une prochaine émission. Au revoir.